Donc nous allons consacrer un peu de temps pour questions-réponses. Je ne sais pas si Madame la rapporteure, Monsieur le co-rapporteur, vous avez des questions. Si je donnerai la parole à mes collègues s'ils le souhaitent. Moi, j'ai juste quelques précisions. D'abord, je voudrais remercier Barry Zacharie pour son intervention, en rappelant quand même, parce que tout ça est enregistré et c'est bien que les choses soient dites. Cette mission est née dans l'esprit d'André Reichardt et de moi-même après la première mission que nous avons faite ensemble. Et on en a longuement parlé avec Barry Zacharie, notamment en termes d'opportunités, parce que c'est un sujet que nous avions envisagé dès avril, mais il a fallu que tout ça mature, parce que, comme Barry Zacharie l'a dit, c'est un sujet un peu difficile. Donc on a quelques minutes. Je voudrais juste apporter quelques précisions à ce qui a été dit, parce qu'on risque d'y revenir. Il se trouve que je reviens d'une mission en Arabie Saoudite. Donc c'est juste deux précisions. D'abord, la zakat, la charité, est désormais interdite en Arabie Saoudite de façon à pouvoir contrôler les flux financiers qui en résultent. Alors, on ne peut pas interdire la zakat. C'est C'est un pilier canonique. Oui, mais non, mais attends, elle est interdite en ce moment dans les lieux publics. Elle est absolument interdite. Elle est interdite dans les lieux publics. Alors, elle est organisée probablement autrement, mais elle est comme ça. En ce qui concerne les pèlerinages, il y a 47 maintenant agences de tourisme qui sont autorisées à faire le pèlerinage, à organiser le pèlerinage. Elles doivent recevoir un agrément, et si elles dérogent aux règles déontologiques, précisément pour ne pas gêner les pèlerins ou les décevoir, parce que c'est un acte fondamental de la vie du musulman, les autorités saoudiennes et notamment le ministère du pèlerinage, qui est quand même le ministère d'1,5 milliard de personnes, retirera les agréments. Donc ça, c'est une certitude. Ça nous a été dit par le ministre du pèlerinage et par le gouverneur de la Mecque la semaine dernière. Et donc, il y a tout ce contrôle des flux financiers. Voilà. Et en ce qui concerne la Fondation pour les œuvres de l'islam de France, ce sera l'objet d'une de nos prochaines auditions. Le halal va être un morceau de choix aussi de nos auditions, Madame la Présidente, je pense. Et donc, l'audition de Barry Zacharie aujourd'hui est en fait une audition fondatrice, puisqu'elle va soulever l'ensemble des questions auxquelles nous avons la prétention de vouloir apporter, en tous les cas, des réponses. Voilà, donc merci beaucoup pour cette brillante prestation. Monsieur Reichardt. Oui, moi je voudrais d'abord également remercier Barisa pour cette très bonne intervention, et notamment cette présentation de l'islam en France, telle que tu as bien voulu la compartimenter dans ses différentes parties. Ça me paraît particulièrement exhaustif. Moi, je voudrais vraiment poser une question très directe. Tu as notamment terminé, Barisa, en disant que, bien entendu, il faut s'opposer à l'instrumentalisation, c'est les termes que tu as utilisés, hein, de l'islam. Et ça me permet de rebondir sur une question que j'ai depuis le début de nos travaux. On n'en est pas très loin, hein, dans ces travaux de la mission. On a commencé par entendre le représentant du bureau des cultes, enfin donc le ministère de l'Intérieur. Ensuite, ça c'était la première audition, c'était la semaine dernière, et cette semaine nous avons eu, outre une journaliste, malheureusement j'ai pas pu participer à son audition, puis Antoine Sfer et toi-même. Bon, j'ai quand même, en ayant été particulièrement attentif à ce que nous a dit Antoine Sfer, j'ai quand même noté que globalement, il mettait beaucoup l'accent sur des problèmes sociaux, je vais le dire comme ça. On peut aller un peu plus loin, sociaux, culturels presque, des communautés musulmanes dans ce pays. C'était d'ailleurs tout à fait intéressant aussi, bien. Mais finalement, après réflexion, j'ai pas le sentiment qu'il nous ait beaucoup parlé de l'islam. Voilà. Et toi, tu parles de l'islam. Voilà. Donc c'est pour ça que je voudrais te remercier. Non, mais c'est le sujet. Mais tu as bien compris que ce qui nous importe surtout, c'est quel est le rôle de l'islam dans les difficultés que l'on connaît à l'heure actuelle, notamment avec cette montée absolument terrible
du communautarisme d'un certain nombre de communautés, heureusement pas toutes, hein, et derrière, bien sûr, les départs de candidats, d'apprentis djihadistes, et puis maintenant, ces drames tout à fait terribles que constituent ces attaques terroristes. Est-ce que tu peux peut-être approfondir un peu cette question du rôle, selon toi, que joue ou ne joue pas, puisque tu as parlé d'instrumentalisation, l'islam dans notre pays à cet égard. Tu en penses quoi? Est-ce que, pour faire simple, je caricature, j'étais à une conférence, je ne vais pas être trop long, hein, j'étais à une conférence il y a 2 matins à Strasbourg, à l'occasion du premier anniversaire des événements tragiques de Charlie, respectivement de l'hypercacher. Et un des représentants musulmans à la table ronde disait, mais finalement, le problème du terrorisme est un problème politique et pas du tout religieux. Politique et pas du tout religieux. Quasiment, il en était à nier le rôle que pourrait avoir l'islam dans cette montée des ou du communautarisme, respectivement, des départs vers le djihad, etc. Il mettait l'accent sur l'énorme précarité dans lesquelles se trouvaient à l'heure actuelle ces communautés musulmanes. Enfin bref, ce que nous a tout à l'heure présenté très magnifiquement donc Antoine Sfer. Donc je voudrais que tu puisses peut-être approfondir un petit peu cette question. Je répète, voilà, maladroitement présenté. Selon toi, quel est le rôle de l'islam dans cette radicalisation, dans cette montée des communautarismes? Est-ce que vraiment tu vois, voilà, est-ce que tu penses que l'islam, tel que tu nous l'as présenté en France, je dis bien la religion, voilà, joue un rôle, ou est-ce que, ou non, tu vois, voilà. Deuxièmement, et ça va aller beaucoup plus vite, vraiment, moi j'ai été surpris par ce que tu disais. J'essaie de retrouver voilà, l'islam, voilà, parce que tu as dit l'islam n'existerait que dans la radicalité ou la médiocrité. Comment se fait-il que dans ce pays, semble-t-il, contrairement à d'autres pays tels que par exemple le Royaume-Uni ou l'Allemagne que je connais bien, il n'y ait pas vraiment d'élite musulmane qui puisse jouer les premiers rôles pour tirer vers le haut cette religion qui, à l'heure actuelle, est considérée comme tu viens de le dire. Voilà. Tu as compris que c'est fondamental d'avoir des gens qui puissent tirer vers le haut. Alors, à la deuxième question, qui est plus facile, je vais d'abord répondre que est-ce que je vous demande de répondre à ma question. Est-ce que vous me voyez beaucoup sur les plateaux télé? Non, je pense pas. Non. Je ne suis jamais invitée sur les plateaux télé. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que je représente ce qui n'est pas dans la ligne. N'est pas dans la ligne. Je vais vous raconter une anecdote qui est tout à fait parlante. Un jour, je suis, comme on dit, castée pour une émission de télévision, une grande émission du soir. Et on me dit, qu'est-ce que vous pensez de tel sujet sur l'islam, etc. Donc je réponds. Et puis on me dit, on vous rappelle pour le maquillage, pour vous dire, etc. On ne me rappelle jamais. Et je regarde par curiosité qui on a choisi à ma place. Et ben c'est la catégorie des analphabètes bilingues. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis représentée par ça. Donc on ne nous tend pas le micro. On ne nous tend pas le micro. Ça, je le dis haut et fort. Nous avons créé, pour essayer de nous faire entendre, parce que l'élite qui se reconnaît dans la sphère de l'islam, l'élite républicaine qui se reconnaît dans la sphère de l'islam, il y en a plein les tiroirs. Depuis des normaliens, des polytechniciens, des énarques, des ingénieurs, des avocats. Et nous avons été obligés de créer un club pour exister. Le club 21e siècle, qui a fourni plusieurs ministres d'ailleurs. Donc, dans la sphère économique, nous sommes représentés parce que, comme dirait un ministre libéral, moi, je n'ai pas de problème avec la couleur de peau ni avec la religion, tant qu'il y a les compétences. Mais ce n'est pas le cas dans la sphère politique, dans la sphère citoyenne et dans la sphère médiatique. Je suis au comité d'éthique, comme les journalistes
et les médias, je les interpelle souvent et que j'ai présenté quelques amendements pour qu'on regarde quand même la question de la diversité à l'écran parce qu'ils formatent les représentations. Il y a quelques patrons de chaînes qui se sont intéressés à moi, mais ils se sont intéressés à moi non pas pour que je sois à l'écran, mais que pour que je les aide à changer les mentalités au sein de la télévision. Donc je suis membre du comité d'éthique de BFM TV. Et depuis, on a fait des progrès. Il y a des visages nouveaux. Et quand quelqu'un dans les quartiers ne se sent représenté par personne, qu'il n'y a pas de visage, qu'il n'y a pas de modèle, positif d'identification. Il ne peut pas toujours s'identifier à Zidane. Il ne peut pas toujours s'identifier à Jamel Debbouze. C'est pas possible. Ça, c'est du talent pur. Il a besoin de s'identifier peut-être au médecin qui passera à la télévision, peut-être à l'avocat qui pourra passer à la télévision, à l'enseignant. Donc il n'y a pas ça. L'élite existe. Elle est exceptionnelle. Elle est brillante, brillantissime. Elle a dû se battre. Hein. Et puis au bout d'un moment, moi, ce que je dis quand je parle de mon propre parcours, je dis, moi, ici, mes collègues ont reconnu mes compétences. Quand j'ai présidé les débats, ont reconnu mes compétences et oublié mon appartenance. Mais encore faut-il qu'on vous tende la main, qu'on vous tende le micro, ou qu'on vous dise que tu existes. Donc le problème, il est là. C'est un problème de visibilité. De visibilité. Ils ne sont pas visibles, donc ils n'existent pas. Donc ils sont médiocres ou inexistants ou radicaux. Et pendant ce temps-là, qui prend les écrans? C'est les radicaux. Les radicaux, on va les interroger. Ils vont sur les plateaux télévision. Et donc ce sont ceux-là qui sont censés être les musulmans de France. Et donc, bien évidemment, on peut penser que l'islam n'existe que dans sa radicalité et dans sa médiocrité, parce que cela représente et la radicalité et la médiocrité. Voilà, donc... alors, sur la deuxième question, la première question, une question qui est plus difficile. À la commission d'enquête sur le réseau djihadiste, on a quand même tiré la conclusion que si tous les gens qui étaient... Il y a une question des discriminations qui existent. À l'évidence, les discriminations sont des morts sociales. Ça existe. Mais si tous les gens qui étaient discriminés, qui n'avaient pas de boulot, allaient au djihad, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a autre chose. Et le autre chose, c'est justement cette humiliation des musulmans du monde. Parce que les gens qui vont chez Daesh, là, ils viennent de Nouvelle-Zélande, ils viennent d'Australie, ils viennent d'Angleterre, ils viennent d'Espagne, ils viennent du Maroc, ils viennent de partout. Donc il y a un problème. Outre la question, Daesh recrute plus que les entreprises françaises. Il y a autre chose. Il y a une question d'humiliation. Et quand, dans le logiciel d'un musulman, on a détruit Bagdad et qu'on détruit Damas, c'est comme si on tuait une deuxième fois les Omeyyades et les Abbassides, la belle période de l'islam. Quelque part, on lui dit « tu n'as pas existé, tu n'as jamais existé, tu es moins que rien ». Et donc il y a ce ressort qui joue. Donc je ne pense pas que les conditions de vie, je pense que les conditions de vie, c'est un terreau, parce que les gens qui sont inactifs, qui ne travaillent pas, ils sont plus facilement identifiables et on peut plus facilement leur monter le bourrichon que ceux qui bossent, ceux qui sont occupés, etc. Il y a peut-être un aspect, mais ce n'est pas l'aspect principal. Il y a autre chose. Et je pense que ça, il faut quand même qu'on l'étudie. Et qu'est-ce qu'on fait des 50% de convertis? Et il y a les 50% de convertis qui ont... Alors il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a la question de l'idéologie. Nous, dans notre jeunesse, il y avait des idéologies, il y avait plusieurs idéologies sur le marché. Et on allait là où ça nous correspondait. Aujourd'hui, les idéologies sont tombées, il n'y a plus de sens. On ne donne plus de sens à la vie, on ne donne plus de sens aux jeunes, on ne donne plus de sens à l'avenir. Et bien là, c'est ce que disait Roy, quand même un grand spécialiste. Il disait la seule idéologie sur le marché aujourd'hui, c'est Daesh. C'est quand même grave. C'est quand même gravissime. Donc donner du sens. Ils cherchent, je pense que ces convertis cherchent du sens, cherchent une chaleur humaine qu'ils n'ont peut-être pas dans leur vie familiale parce que les familles sont composées, décomposées, recomposées. On cherche du sens. Je ne suis pas une spécialiste, mais c'est en termes de ressenti. Voilà ce que je peux vous apporter comme réponse. Alors, j'ai deux demandes
de parole, de questions. Juste, mes chers collègues, j'empêche évidemment pas la discussion, mais il est 18 heures passées. Je pense que si vous pouvez aller droit au but en posant vos questions, ce serait plus facile. Alors, Monsieur Amiel, Monsieur Grosdidier, et toute petite. Moi, en général, je vais très vite dans mes questions. Je vais en fait reposer, merci, la question que j'avais posée à Antoine Sfer, parce que je suis resté un peu sur ma faim. Pourquoi l'islam ? Tu as répondu tout à l'heure en disant, oui, mais il y a eu l'âge d'or et puis après l'obscurantisme. Tu as évoqué l'islamophobie savante. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a ce bouquin qui est sorti, Aristote au Mont-Saint-Michel. Sylvain Guggenheim, un universitaire lyonnais. Ça a déchaîné, mais dans les deux sens, des passions qu'on n'aurait pas pu imaginer pour un ouvrage finalement érudit, hein, je veux dire, destiné à un public ou spécialiste. Alors, il semble bien quand même que l'islam ait une place particulière dans notre société. Et la deuxième question, est-ce que le djihadisme, est-ce que le terrorisme musulman tel qu'il existe aujourd'hui, non pas en France, mais dans le monde, même si la mission c'est l'islam en France, existerait s'il n'y avait pas les pétrodollars finalement ? Ça, on peut se poser la question. Parce que des mouvements terroristes, il y a eu la bande à Badr, il y a eu les brigades rouges, ça a fait long feu. Là, ça dure un peu plus parce que c'est financièrement alimenté. Donc la relation entre un phénomène religieux, un phénomène terroriste et bien entendu les finances qui l'alimentent. Monsieur Grosdidier, on va prendre vos trois questions ensemble. Je vais aller directement au but, mais en commençant quand même par m'excuser de mon absence parce que j'ai loupé les trois quarts cette élection, parce que j'étais à Public Sénat en train de débattre de l'intégration dans la Constitution du titre premier de la loi de 1905 qui poserait bien des problèmes aussi pour l'islam, mais pas pour le droit local d'Alsace-Moselle. Donc j'ai entendu la fin d'intervention qui est passionnante, mais je voulais dire suite à l'intervention d'André aussi que je regrette, c'est pas une mission sur le djihadisme, c'est une mission sur l'organisation de l'islam de France. Et pour moi qui suis parlementaire depuis plus de 20 ans maintenant, je regrette qu'on n'ait jamais pu, dans une assemblée, dans celle où je siégeais avant ou dans celle-là, traiter de fond du problème de l'islam et de son organisation en France pose bien des problèmes, à commencer pour les musulmans eux-mêmes, on en parlait pour la société, avant justement que nous soyons dans cette actualité. Donc c'est bien que nous en parlions et parfois que nous recentrions le débat également sur l'organisation elle-même. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, réflexion à la fois sur le halal, nécessité de réglementer, aussi sur la source financière et sur la fondation des œuvres pour l'islam de France, parce que globalement, jusqu'à présent, c'est un échec complet. Il n'y a rien qui se passe pour différentes raisons, pas assez alimenté, mais aussi parce qu'on retrouve les mêmes divisions qu'au sein du CFCM et c'est les mêmes qui sont censés le mettre en œuvre. Donc à un moment, il faudra qu'on avance, et peut-être que tu nous aides, à aller beaucoup plus en avant sur cette question. On n'a pas le temps d'en débattre ce soir, mais la grande division d'Islam de France, aujourd'hui l'absence de l'OIF qui reste assez représentative, on peut le regretter, mais c'est ainsi, crée des difficultés sur lesquelles il faudrait que nous approfondissions suffisamment nos travaux ici pour peut-être arriver à des propositions et sortir effectivement l'islam de France de sa pauvreté qui n'est pas intellectuelle, contrairement à ce qu'on dit, tu l'as rappelé, mais qui est d'abord financière et qui la met en totale dépendance de financements étrangers dont l'influence n'est pas forcément positive. Donc j'en ai entendu, j'aimerais aller plus loin, mais ça se heurte pour l'instant à la réalité. J'aimerais bien aussi, chers collègues, qu'on puisse continuer à travailler sur cette question parce que notre mission aboutira et fera avancer les choses qu'à cette condition. Il y a effectivement, on ne cerne pas suffisamment, on cerner quelles sont les influences et le financement étranger dans l'apparition du djihadisme ou dans la création d'un vivier pour les djihadistes. Quelle est la part, effectivement, de difficultés sociales et de discrimination aux difficultés sociales qu'on rencontre tous? Quelle est aussi la part dans l'histoire de la guerre d'Afghanistan, de Géorgie, d'Irak, menée par les Russes ou par les Américains, peut-être de nous en Libye aussi? Comment est-ce qu'on a pu favoriser ce phénomène? Mais là, on est que sur les causes et nous importera dans cette commission de venir avec des propositions. Effectivement, celle dont j'ai entendu l'esquisse en arrivant en fin d'intervention m'intéresse beaucoup. Je voulais simplement dire, pas poser de questions, mais dire que pour l'instant, c'est des pistes que tu dressais et qu'il fallait vraiment que nous les approfondissions. Lignonnet.
Oui, rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Concernant les chaînes de télévision, moi j'avais remarqué une émission qui était très importante, qui se déroulait le dimanche matin sur la 2, donc une chaîne publique, qui était justement l'histoire de l'islam, mais pas qu'en France, son histoire tout court. Et j'avais trouvé cette émission intéressante. Et en fait, je m'aperçois dans ce que tu dis que les intellectuels sont toujours mis de côté quand la religion est en question. Je me souviens des années 90 en Algérie où on égorgeait les femmes et les enfants et tout ce qui était médecin, instituteur, par rapport au code de la famille qui avait fait un grand bouleversement en Algérie. Alors ma question, elle est simple. Dans les 5 piliers, sur la zaquette, c'est ça ? La zaquette, oui. Zaquette, voilà, la zaquette, nous, on voit nos frères musulmans faire la quête sur des lieux publics donc, par rapport à ce que disait Madame Nathalie Goulet, tous les dimanches, tous les samedis sur les marchés pour recueillir de l'argent pour payer la mosquée qui est envisagée sur les villes. Donc, c'est quand même très, très lourd pour un musulman, je trouve, si je peux me permettre, de donner 2,5% de ce qui lui appartient. Alors ma question est simple, est-ce que tous les musulmans le font? Et s'ils le font, est-ce qu'on a encore besoin de parler du financement des lieux de culte en France, puisque c'est quand même la grande question à partir du moment où les collectivités territoriales mettent à disposition un terrain, après il n'y a plus de financement possible, ou si ce n'est par les pays étrangers, tel que ça a été dit tout à l'heure. Donc la grande question aussi, c'est sur les financements. Et là, j'ai appris quelque chose, et je te remercie. Déjà, je ne savais pas que c'était aussi strict, la zaquette. Bon, voilà. Donc je pense aux frères musulmans de notre département. Ils sont pas très riches, donc ça doit être quand même, voilà, c'est lourd. Bien, mais écoute, je vais répondre donc à la question que tu posais sur l'islam. L'islamophobie savante, oui, ça. Mais l'islam est une matière inflammable en France parce qu'on l'utilise à des fins politiques. On l'utilise à des fins politiques. Chaque fois qu'il y a une élection, on l'utilise à des fins politiques. Donc là, il faudrait peut-être faire venir un politologue spécialiste de ces questions. Pourquoi les partis politiques? Ou c'est peut-être parce qu'il y a une montée des populismes et que les populismes se nourrissent de ce type de difficultés pour pouvoir, on est tous dans des partis politiques et on sait aussi l'utilisation qui peut en être faite. Donc à chaque élection, c'est une matière inflammable. Et le bouquin que tu évoquais, effectivement, ça a été absolument abominable. Et il y a même eu un contre-livre qui a été fait par des normaliens, l'école normale. En réponse, on dit ce que l'islam a apporté au monde. Et donc des normaliens de l'école normale de Paris ont fait un travail assez considérable pour dire attention, il y a danger, effectivement. Et donc sur la question, tu disais, moi j'avais noté ce qui s'est passé en Norvège, la bande à Bader, les Italiens, etc., etc. Ça a pas fait, effectivement, ça n'a pas fait long feu parce qu'ils ne sont pas alimentés par une cagnotte. C'est très juste. Et donc là, la cagnotte, elle fonctionne. Elle fonctionne aussi bien avec ce dont on a parlé tout à l'heure qu'avec aussi ce qui peut être aussi le travail, comment on appelle ça, clandestin, le travail au noir, le travail clandestin. Voilà, le petit banditisme, les petits délits, les trucs, le commerce informel, etc. Donc tout ça, effectivement. Ah, donc il y a l'autre côté qui est donc c'est alimenté. Donc à partir du moment où c'est alimenté, bon, Daesh recrute, paye. Enfin, les gens sont payés au mois pour aller vers une mort certaine. Tout à l'heure, on avait le ministre de la Défense qui nous disait il y a 2500 soldats de Daesh qui tombent, il y en a 2000 qui arrivent. Donc il y a un renouvellement du stock, 2500, 2000, 80%. On se pose la question de l'attractivité ou de l'attraction de Daesh. Et pourquoi la coalition ne construit pas... Parce qu'une idéologie, ça se combat. Ça peut se combattre avec les armes.
C'est pas la meilleure des choses. Mais ça se combat aussi avec un contre-discours. À propagande en face. Et ça, on ne le fait pas. La coalition ne le fait pas. Et n'utilise pas les musulmans dits modérés pour travailler à ce contre-discours face aux salafistes, encore que les salafistes, peut-être il y a des piétistes parmi eux, mais pas face aux radicaux. Donc il y a vraiment tout un travail à faire. Et pendant des années, les musulmans normaux, on ne les entend pas. On ne leur tend pas le micro. Ils ne font pas rêver, alors qu'ils pourraient faire rêver. Je suis pilote, je suis musulman et je suis pilote. Un jeune dans un quartier pourrait dire « mais c'est formidable, c'est ce que je veux faire ». Et il y a réussi, pourquoi moi j'y arriverai pas? Ça, on ne les montre pas. Donc la question des modèles positifs d'identification se pose avec acuité, notamment dans nos médias, notamment dans nos sphères politiques. Un jeune qui peut être député, qui peut être conseiller régional, qui peut être dans une liste, à moins qu'on l'utilise caïda colonial, si on l'utilise pour ses compétences, mais ça c'est formidable, ça fait avancer la République, au contraire, dans sa diversité. Alors, la question, oui, qu'est-ce qu'il y avait comme... Oui, tu posais effectivement la question du financement. Donc, le financement, j'en ai beaucoup parlé. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'organisation parce que je pensais que l'organisation était un sujet en soi. Vous demanderez. Deux petites choses sur le sujet. Moi, le CFCM, qui a été vraiment construit difficilement, on a voulu faire ce qu'on a voulu faire avec les Juifs de France, comme Napoléon a fait, etc. C'est pas vraiment une réussite, quoi. C'est pas vraiment une réussite. Pourquoi? Parce qu'en islam, il n'y a pas de clergé. En islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Donc, c'est déjà une difficulté. C'est pas facile. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est cet islam consularisé qui dépend des pays d'origine. Et ça, il faut couper le lien. Et je pense que ça, on va y arriver avec des jeunes musulmans qui arrivent sur le marché et qui peuvent maintenant, qui sont un peu plus indépendants des pays d'origine. Ça commence à venir. Bon, ça. Qu'est-ce que fait le CFCM? Les membres du CFCM, on a créé des notables. Autant être honnête. On a créé des notables qui parlent aux institutions, qui parlent aux ministres, qui parlent aux députés du coin, qui parlent aux préfets, mais qui ne parlent pas aux musulmans. Ils ne parlent pas aux ouailles. Et là, la difficulté, elle est là. Elle est là. Se rajoute à ça la question de la formation des imams. Donc quand on a des imams qui ne parlent pas très bien le français, qui ne connaissent pas très bien nos règles, etc., ça c'est un vrai sujet. Nous sommes en République laïque, mais nous avons une particularité, c'est que nous avons une zone qui est le concordataire, où nous pouvons faire des choses dans cette zone concordataire. Nous pouvons former. Il faudrait le faire. On a cette possibilité. Pour le moment, on a délégué la formation des imams à Rabat, au Maroc. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que le Maroc est quand même le réceptacle de cet islam européen quand même. Le roi du Maroc, qui est commandeur des croyants, applique un islam du juste milieu. Et donc, il y a des professeurs qui vont aller expliquer la laïcité. Mais pourquoi on est obligé de le faire ça alors qu'on a l'espace concordataire qui nous permettrait de le faire? Donc il y a peut-être aussi, je dis que c'est une bonne chose pour le moment que ce soit fait là-bas, mais il faudrait penser à pouvoir le réintégrer en France dans cet espace-là. Le CFCM, c'est ce que c'est, une assemblée de notables. Maintenant, il faut leur demander des comptes. S'il leur manque les moyens, il faut s'arranger avec la Fondation des œuvres de l'islam pour leur donner les moyens de faire. Cette Fondation des œuvres de l'islam est une excellente idée. Il faut à la tête, me semble-t-il, un banquier qui est dans la sphère de l'islam, qui est capable de faire du fundraising, qui est capable d'aller chercher de l'argent et qui est capable d'étudier des projets à financer avec des personnalités qualifiées autour, pas spécialement des gens du culte, des personnalités qualifiées autour qui vont juger si un projet est suffisamment mûr pour être financé. Financer des activités culturelles. Culturelle également. Donc je pense qu'en termes d'organisation, on peut mieux faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, la zakat, effectivement, mais ce sont pour les musulmans pieux. Vraiment pieux, ceux qui sont pieux. Moi, je me souviens de mon père qui nous demandait, on ne comprenait pas pourquoi, combien on avait à la caisse d'épargne et quel était le montant de l'intérêt. Et qui calculait le montant de l'intérêt de tout le monde pour le sortir.
Voilà. Donc, c'est pour parce que 2,5%, c'est lourd quand même. Les commerçants doivent donner 2,5% du montant de leur stock, sauf si c'est pas un stock périssable. Sauf si c'est un stock périssable. Donc, c'est quand même lourd. Si on veut rester dans les règles, c'est quand même lourd. Et en plus, on paye nos impôts. Alors, c'est quand même lourd. Donc, voilà. Donc, mais il y a faire appel au ressort des musulmans, à la charité des musulmans, pour pouvoir travailler sur un islam spirituel, libre et responsable, vous aurez du monde. Voilà. Bien, écoutez, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention et toutes ces précisions. Mon texte sur soufisme, spiritualité et citoyenneté a été repris dans cet ouvrage des presses universitaires de France, qui mérite, il y a des passages sur chaque sujet qui méritent d'être vraiment, c'est mon quart d'heure pub. Merci. Juste, mes collègues, avant de vous dire au revoir, si vous aviez 2 minutes à nous consacrer avant de partir. On avait une petite question. Merci en tout cas de votre disponibilité pour toute cet après-midi très très intéressante.